Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis et bienvenue pour cet épisode, ce premier épisode de l'année 2023, aujourd'hui en ce premier samedi de janvier. Je vous accueille donc sur la saison 3 du podcast. C'est avec grand plaisir que je repars pour une saison et pour une année entière. Et j'en profite très succinctement pour vous souhaiter tout de même une très bonne année, en tout cas un bon début d'année, avec un petit peu de joie, un petit peu de lumière et puis de la paix dans le cœur et de la bienveillance surtout envers vous-même. J'en profite également pour m'adresser à toutes les personnes qui comme moi commencent l'année un petit peu avec des embûches. Eh bien en fait ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que y a rien qui a changé de fondamental entre le 31 décembre 2022 et le 1er janvier 2023. Et en fait, ça reste une continuité de votre année, de votre avancement en ce moment, de votre vie, de votre chemin intérieur. Et peu importe ce qui vous est arrivé pendant ces quelques semaines de congé ou de non-congé d'ailleurs pour certains, c'est toujours une continuité. Et ça c'est important parce que on se met beaucoup de pression avec cette nouvelle année. Je vous invite à écouter l'épisode de l'année dernière que j'avais fait sur les bonnes résolutions. Eh bien mon avis n'a pas changé à ce sujet-là. Et on se met beaucoup de pression et il faut pas oublier non plus qu'en fait notre vie c'est une continuité, c'est un défilement, des choses qui nous arrivent petit à petit, mois après mois, et ce n'est pas parce qu'on est le 1er janvier, le 5 janvier, le 10 janvier, que les choses doivent être forcément différentes à l'intérieur de nous. Je pense que ce qui est important c'est l'équilibre, l'harmonie intérieure, et essayer en tout cas faire de son mieux, afin de vivre correctement, de vivre en accord avec nos choix, et puis d'arriver à avancer malgré les embûches. Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que normalement cet épisode, avec notre invité Pascal Berthoud, devait sortir samedi dernier, le 31. Ça devait être mon dernier épisode de l'année, il était calculé pour ça, donc vous comprendrez à la fin quand on vous souhaite une bonne fin d'année que effectivement il était censé être diffusé en 2022, et que j'ai eu un accident à la montagne, et avec quelques blessures, mais surtout une blessure principale qui est une fracture du coude, et quelque chose que je n'avais pas prévu en fait. C'est vraiment quelque chose qui est venu perturber tous mes plans pour janvier. J'avais un mois de janvier très chargé, avec beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés, et en fait ce n'est que la continuité de mon année. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est le mois de janvier particulièrement qu'il faut se laisser abattre, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense que le terme se laisser abattre est pas mal parce que moi je me suis senti abattu suite à cette fracture, à cet accident, etc. Et là on est le 6 janvier pendant que je suis en train d'enregistrer, donc vous aurez l'épisode le 7 évidemment. Et il m'a fallu 6 jours pour comprendre et réaliser vraiment à l'intérieur de moi qu'en fait ce n'est pas grave. Ça aurait pu m'arriver en novembre, en décembre, en janvier, en février, en mars. Ce qui doit arriver arrive déjà d'une, et puis les plans ne sont pas arrêtés, votre avancement il n'est pas arrêté. Voilà, donc je voulais souhaiter une bonne année à tout le monde, et puis ceux pour qui ça commence moins bien, un petit peu comme j'ai vu sur Instagram suite à la story et au sondage, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient un petit peu dans mon cas. Ne baissez pas les bras, ok ? Et le renouveau, c'est tous les jours. On n'a pas besoin d'attendre le 1er janvier pour qu'il y ait du renouveau dans nos vies, et ça c'est très important. C'est le message que je voulais véhiculer. Voilà aussi la raison pour laquelle vous n'avez l'épisode que aujourd'hui, qui était censé sortir la semaine dernière, et qu'on commence l'année avec cette magnifique interview de Pascal Berthoud, dont je suis très contente. J'espère qu'elle vous parlera, j'espère qu'elle sera source peut-être de joie, peut-être de conscience, parce que c'est quand même un petit peu le but du podcast. Et puis, source tout simplement de réflexion intérieure et qu'est-ce que je peux m'apporter, voilà, aujourd'hui, le 7 janvier 2023, qu'est-ce que j'ai envie de m'apporter pour le jour, pour la semaine, pour le mois, pour l'année à venir en fait. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui ? Comment est-ce que je vais m'occuper de ma vie ? Comment est-ce que je vais cultiver ma vie, nourrir ma vie ? C'est la question du jour avec Pascal Berthoud, donc sans plus attendre, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous remercie d'être encore là pour cette 3e saison sur La Buvette.
Bonjour aux éditeurs et bonjour à Pascal aujourd'hui que nous avons un invité sur la buvette, Pascal Berthoud, que je vais laisser se présenter. Bonjour Margot, bonjour les auditeurs de la buvette. Alors, je suis Pascal Berthoud, je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise depuis une vingtaine d'années maintenant. Et je travaille à Villefranche. Je donne également des cours de Qigong et de méditation sur Villefranche. Et j'organise des stages régulièrement. Très bien, merci Pascal. Bienvenue sur l'émission. Aujourd'hui, je t'avais invité un petit peu pour parler du Yangshen, pour expliquer un petit peu ce que c'est. Je pense que tu es très à même de nous l'expliquer avec tes mots et avec ta façon de voir la vie aussi. Et d'expliquer un petit peu aux auditeurs. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est aussi une première approche sur ce que c'est le Yangshen. Puis pour ceux qui sont un petit peu plus familiers avec, ça permet peut-être d'en savoir plus et puis d'amener peut-être quelques réflexions. Voilà, pour chacun. Eh bien, Margot, effectivement, on peut parler du Yangshen. Et le Yangshen, peut-être pour faire un jeu de mots, j'aurais envie de dire que c'est aussi vaste que l'univers. Et pourquoi un jeu de mots ? Parce que le Yangshen va être appuyé sur une notion taoïste de la culture de la vie. Et la base même du taoïsme est appuyée sur le Tao. Et le Tao, c'est l'univers. Très bien, donc un petit jeu de mots spécial pour le sujet. Et le Yangshen, si on devait le traduire, on pourrait dire quoi ? La culture de la vie, nourrir la vie ? Oui, le Yangshen, ça se traduit par culture de la vie ou nourrir la vie. Cultiver la vie. Cultiver la vie. Donc il y a une notion de travail aussi derrière. Alors oui, il y a une notion de travail et de labeur extrêmement importante puisque pour le taoïste, toute la culture de la vie se fait au travers de notre expérience et d'un travail personnel. Alors ça nous permettra de passer justement d'un état d'émerveillement et de présence à la vie, de façon inconsciente quand on est, à un état d'émerveillement et de présence à la vie, de façon consciente, au bout de sa vie. Donc voilà, c'est vraiment un gros travail qui va se baser sur toute notre expérience, nos épreuves, et d'apprendre à nous connaître. Est-ce que ça passe par notre façon de regarder la vie aussi, du regard qu'on pose sur la vie ? Ce n'est qu'une question de regard. D'ailleurs, les taoïstes n'utilisent que les yeux comme organe des sens pour nous expliquer le cheminement de la vie. Il y a un dessin qui s'appelle le Nejingtu, qui est un dessin qui a été gravé sur une pierre et qui a été retrouvé, je crois que c'est au XVIIe siècle. Et ce dessin, il est toujours exposé à Pékin, qui exprime un petit peu toute cette évolution spirituelle de l'être humain. Et sur ce dessin-là, il n'y a que les yeux qui sont représentés en termes d'organes des sens. Pour les taoïstes, ils disent que de toute façon, on ne peut pas connaître l'univers qu'avec nos 5 sens. Il y a les 5 sens de base où on va, à travers la bouche, on va découvrir des goûts. À travers les yeux, on verra les couleurs. À travers les oreilles, on aura les sons. À travers nos mains, on aura le toucher. À travers notre nez, on aura l'odorat. Mais comment on peut percevoir la musique ? Comment on peut percevoir la subtilité de la fourmi qui, elle, va savoir qu'il va pleuvoir et qui va fermer son nid avant qu'il pleuve. Comment on peut comprendre et prendre conscience des ultrasons qu'émettent les baleines qui peuvent se contacter à plus de 2000 km, je crois. Donc, aujourd'hui, avec nos 5 sens, tous les taoïstes sont d'accord pour dire qu'on ne peut pas connaître l'univers tout entier. Ok, très intéressant, merci. Par rapport au Yangshen, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, nous, en tant qu'individus, pour être dans cette culture de la vie et dans le fait de nourrir notre vie aujourd'hui ? Alors, ça va passer par plusieurs plans. Un plan de pratique physique, un plan de pratique
alimentaire, diététique, et un plan plutôt spirituel. Toutes ces pratiques vont être complètement mêlées les unes aux autres, c'est-à-dire que en fonction de la manière où on mange, on va pouvoir être plus calme ou moins calme, et de la manière où on va être affairé également dans notre vie, on aura accès à une certaine quiétude ou non. Plus on est affairé, moins on arrive à retrouver le calme à l'intérieur. Notre esprit aime bouger, mais le terme méditation en chinois, par exemple, se traduit par s'asseoir et oublier. C'est un terme qui signifie le concept d'oubli, tsuo, ne pas bouger. Oublier veut pas dire qu'on oublie tout ce qui s'est passé dans notre vie. C'est simplement une première partie de notre vie est faite pour apprendre et une deuxième partie est faite pour oublier, au sens sortir de la théorie et expérimenter. Oui, il y a cette notion d'oubli dans le sens où je m'extirpe du mental, je m'extirpe de ce que j'apprends, ce que je crois savoir, entre guillemets, et puis j'expérimente pour aller aussi au-delà de ce que je pense savoir. Exactement. On est souvent très attaché à un côté théorique pour essayer de sortir de certaines situations. Alors, effectivement, en tant qu'être humain, on est doté d'une certaine forme de jugement, une certaine intelligence qui nous permet justement d'avoir notre libre arbitre et puis de comprendre ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que une fois qu'on a analysé la situation, on sortira d'une situation difficile que lorsque nous arriverons à faire le calme à l'intérieur. Analyse égale paralyse, il me semble. Exactement. Je dis régulièrement dans les cours, dès qu'il y a analyse, il y a paralyse. Et ça, je pense que tout le monde devrait se le mettre dans un petit coin de la tête. Je trouve ça pas mal. Ok, tu nous as parlé de la pratique physique. Qu'est-ce qu'on met dedans dans cette pratique physique pour Liang-Shen? Eh bien, on peut mettre le Qigong, par exemple. Le Qigong, alors, qu'est-ce que ça veut dire, Qigong? Qi, énergie, Kong, exercice. Donc, ce sont des exercices pour l'énergie. Le Qigong est une pratique qui fait partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise, puisqu'elle permet de faire circuler le Qi de façon à ce qu'il n'y ait pas de blocage. Toutes les maladies sont des blocages. Donc, à partir du moment où on fait circuler qu'il n'y a pas de blocage, on n'est pas censé avoir de maladies qui traînent. Alors, bizarrement, je suis un peu enrhumée aujourd'hui. Je suis désolée. Moi aussi, je fais du Qigong et pourtant j'ai eu la grippe, donc on n'est pas à l'abri. Mais en fait, c'est ça que je trouve intéressant, comme tu l'expliques, c'est le Qigong est fait pour faire circuler l'énergie, et le fait de faire circuler l'énergie nous permet d'éviter les blocages, les nœuds. En fait, c'est ça. Oui. Et puis permet d'amener de la fluidité. Et lorsqu'on amène de la fluidité dans le corps, on amène souvent de la fluidité dans la tête. Le fait d'être fluide dans sa tête permettra à ne pas mettre trop d'intensité dans les difficultés ou les épreuves. La plupart du temps, on met trop d'intensité dans les événements. Quand les choses ne sont pas fluides dans la tête, eh bien, on met trop d'intensité dans les épreuves. Et ça, on perd de vue l'essentiel. On perd de vue finalement la gravité du problème, et on se rend compte que après coup, tout se règle, tout se gère. Cette pratique, elle va nous amener justement à être un peu plus fluide à l'intérieur pour moins prendre de façon exacerbée les épreuves ou les difficultés ou les problèmes ou les agressions des uns ou des autres autour de vous. Évidemment, on a dit tout à l'heure que c'était une question de travail, donc c'est toute sa vie qu'on travaille là-dessus. Oui, et puis j'imagine qu'il y a des périodes, enfin moi je le ressens comme ça, il y a des périodes où on est plus hermétique à ce qui va venir de l'extérieur, qui va nous impacter, et puis il y a des périodes où on est ouvert et on va tout se prendre, entre guillemets. On va s'accrocher à tout ce qui nous traverse. Oui, parfois on peut être plus fatigué, donc quand on est fatigué, on a tendance à être un peu plus irascible. Donc,
Souvent, c'est le cas des femmes, par exemple, qui ont des règles, et quand il y a une perte de sang, il y a automatiquement une forme de dépression physiologique qui se met en place, et c'est pas une vue de l'esprit de voir cette irascibilité, cette susceptibilité chez les femmes qui ont des pertes de sang, mais réellement, il y a une réaction émotionnelle derrière qui n'est pas forcément psychologique, elle est physiologique. C'est comme une femme qui a accouché, elle a perdu beaucoup de sang. Derrière, eh bien, c'est pas rare qu'il y ait une forme de dépression. Et elle est très souvent liée à la perte de sang plus que à l'heureux événement qui est arrivé. Donc, ces notions-là d'état, effectivement, mettre les situations un peu plus difficiles quand on veut gérer un conflit et que soi-même on n'est pas bien, c'est plus compliqué. On dit souvent que c'est facile d'être positif quand tout va bien, mais que tout le travail justement qu'on a à faire, c'est d'arriver à être dans cette recherche du calme et de la quiétude, même quand les choses nous bousculent. Il y a vraiment cette idée moi j'aime bien cette métaphore avec l'eau qui est troublée avec de l'argile. Mettez une cuillère d'argile dans de l'eau, vous remuez, vous verrez que l'eau est trouble. Et en fait, si vous laissez poser ce verre, à un moment donné, l'argile descendra au fond et l'eau deviendra claire. Et en fait, l'esprit, dans cette culture du Yangsheng, doit devenir un petit peu comme cette eau qui laisse tomber le trouble pour revenir à la pureté, à la transparence. C'est vraiment des formes d'apaisement, les pratiques de Qigong. L'alimentation, pour ceux qui me connaissent, savent que c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on sait que la nature des aliments va avoir un impact sur notre état d'être, notre santé, nos émotions. Donc l'enjeu de la vie, c'est justement d'avoir de moins en moins d'émotions, mais surtout ne pas être prisonnier de nos émotions. La joie, c'est une émotion qui est extrêmement agréable et qui va se partager, se propager. Mais toutes les autres émotions ont tendance à nous faire du mal, que ce soit la colère, que ce soit le chagrin, la tristesse. Regardez, quand vous êtes en colère, vous n'êtes pas forcément bien au fond de vous. Donc, l'enjeu, c'est de reconnaître cette colère, de pouvoir non seulement la reconnaître, la définir, l'expliquer, mais ensuite s'en débarrasser. La laisser tomber au fond du verre. Exactement, la laisser tomber au fond du verre, comme l'argile, comme le trouble de l'agitation. Très intéressant cette métaphore du verre et de l'eau trouble. Je pense que ça parlera aux auditeurs. En tout cas, moi, ça me parle. Autour de cette notion de Yangsheng, est-ce que tu peux nous parler peut-être de la respiration ? Alors oui, la respiration, c'est peut-être une des bases fondamentales, puisque la respiration est quelque chose de naturel et spontané quand on est, où on va respirer par le nez, où on va avoir souvent la langue collée au palais. Et en fait, très rapidement, dès qu'on sort du nouveau-né, eh bien, on va respirer de façon erronée. C'est la preuve, quand on voit le nombre de personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas à respirer. En fait, tout l'enjeu du Yangsheng, c'est de revenir à quelque chose de naturel et spontané. Donc, laisser la respiration aller tranquillement, calmer l'esprit, ramener l'esprit à l'intérieur, et on peut vraiment, dans ces pratiques, trouver des sensations extrêmement agréables d'une respiration lente, profonde, mais pas exagérée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une respiration audible est une respiration qui pose problème. La respiration, elle doit être inaudible et fluide, en fait. Par rapport à la respiration originelle, on va dire que c'est vrai qu'on ne peut pas s'en souvenir de comment on respirait quand on était bébé, en fait. Mais si on pouvait s'en rappeler, tous les êtres humains respirent de la même manière à la base. C'est-à-dire qu'une respiration, quand elle est fluide et qu'elle est normale, elle doit se faire au niveau de l'abdomen, tranquillement. Elle rentre et elle sort sans bruit,
sans effort. Plus on est fatigué, plus la respiration va se faire au niveau de la poitrine et elle va monter de plus en plus haut. Parfois même elle s'arrête au niveau de la gorge et en fait ensuite on bloque. On n'arrive plus à respirer, on n'arrive plus à souffler, on n'arrive plus à respirer et finalement on est obligé de se reposer parce qu'on n'en peut plus. Donc après on peut avoir des augmentations du rythme respiratoire, du rythme cardiaque et ça va créer des crises d'angoisse, ça va créer des symptômes qui sont très anxiogènes en fait. C'est toujours très anxiogène quand ça touche à cette zone-là, du haut du corps, quand la respiration est bloquée. On s'en rend compte, je trouve, quand tu as des personnes qui font des crises d'angoisse ou des crises d'anxiété, il y a cette espèce d'oppression en haut, alors que quand tu arrives à retourner à respirer avec le ventre, c'est plus doux, je sais pas comment l'expliquer, un peu plus fluide. Oui, c'est exactement ça, et c'est même parfois l'inverse. C'est justement parce que la personne, elle n'arrive plus à respirer correctement que ça va déclencher cette crise d'angoisse et cette crise d'oppression de poitrine. Parfois, quand les gens sont sur le point de mourir, on voit qu'il n'y a plus cette activité de respiration au niveau du bas du corps. La respiration, elle reste haute. Elle reste vraiment sur le haut du corps. Mais plus elle est haute, plus elle est erronée. Ok. Et puis il y a aussi une petite chose que je trouvais intéressante que tu m'avais dit un jour quand j'étais petite, c'est qu'on respire par le nez et que la bouche c'est fait pour manger. Ça peut paraître bête, mais je vois beaucoup de personnes qui respirent par la bouche et du coup ça me fait tilter à chaque fois. Je me dis c'est drôle de respirer par la bouche, alors qu'on respire par le nez et j'imagine qu'il y a une raison à ça. Oui, et on respire par le nez de façon générale tout le temps, sauf quand on est enrhumé. Évidemment, si on a le nez bouché, on va respirer par la bouche. Mais c'est très désagréable de respirer par la bouche parce que ça sèche la bouche, ça sèche les muqueuses. Et toutes ces petites saletés qui rentrent par le nez, on a des poils dans le nez qui aident à éliminer les petites saletés de l'extérieur. Eh bien, il faut savoir quand on respire par la bouche, ces petites saletés, elles rentrent dans la bouche. Donc elles rentrent dans les poumons. Qu'elles rentrent dans les poumons. En fait, dans la respiration, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'on s'est éloigné du spontané, du naturel. Donc, je vous disais, une personne qui va mourir, sur le point de mourir, va avoir tendance à avoir une respiration haute, mais toutes les pratiques qu'on va pouvoir aborder dans le Yang-Sheng vont nous aider et nous amener, sont des méthodes pour ramener au naturel et spontané, c'est une respiration vers le bas. Parce que quand cette respiration est dans le bas du corps, en fait, les pieds sont bien enracinés et ils sont légers en même temps. Et on échappe un peu à la pensée. Très bien, merci pour ce petit point sur la respiration qui est fort intéressant. Est-ce qu'il existe une méthode miracle? C'est un petit peu la mode aujourd'hui, des méthodes pour tout, des méthodes miracles pour tout, pour vivre bien, pour essayer de vivre dans cette culture de la vie et dans cette façon de nourrir la vie. Alors c'est drôle que tu parles de mode, Margot, parce que effectivement tout est sujet à la mode, aux nouvelles techniques, aux nouvelles découvertes, aux nouvelles... Et en fait, toutes ces méthodes taoïstes, elles visent à revenir à quelque chose de naturel et spontané. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que tu dis qu'on a une chose qui est gratuite, qui existe depuis la nuit des temps, puisque depuis qu'on est, c'est la première chose qu'on fait, c'est on respire. Et en fait, c'est ça la méthode, c'est que c'est une méthode sans méthode. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que justement, l'important, c'est de ne pas avoir de méthode. Je suis bien d'accord, je te rejoins là-dessus aussi sur l'importance de se dire et de comprendre qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour cultiver notre vie, on a tout ce qu'il faut en nous pour nourrir notre vie, et que c'est en fait naturel. Et c'est intéressant de revenir à l'essentiel sur tous ces aspects-là. Oui, pour le corps déjà de revenir à un état spontané, ce qu'on ne fait pas la plupart du temps aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour cultiver le corps, mais ça le cultive pas dans la bonne manière. Le chi, l'énergie, eh bien, l'a ramené à une circulation simple, fluide, douce à l'intérieur du corps, et les émotions les ramener à un état naturel, sans exagération. Oui, déjà, en fait, si on arrive à travailler un peu sur notre corps, à travailler un peu sur notre énergie et à travailler un peu sur nos émotions,
c'est déjà un combo gagnant, quoi. Oui. C'est déjà 3 aspects qui auront des répercussions hyper importantes sur nos vies. Oui, faire un vrai choix d'utiliser des moyens, des fonctionnements qui nous permettent d'être plus au calme, plus tranquille. Quelqu'un qui va manger de la viande rouge au barbecue tous les jours n'aura pas le même tempérament que quelqu'un qui va manger des légumes braisés et des choses plus yin. Le taoïsme est basé sur un équilibre entre le yin et le yang. Ça fera peut-être l'objet d'une autre réflexion ensemble, Margot. Mais c'est vraiment intéressant de comprendre que dès lors qu'on perd cet équilibre du yin et du yang, eh bien, on va perdre un état de bonne santé. Pareil dans une maison qui sera déséquilibrée en yin et yang, eh bien, ce sera une maison où on ne sera pas forcément détendu, relax. Donc tout compte, les couleurs, les odeurs, les matériaux. Donc dans l'alimentation, ça va être pareil. Tout va compter, la couleur, les odeurs, les matières, que ce soit des matières féculentes, que ce soit de la feuille, que ce soit de la viande. Toutes ces matières n'auront pas le même impact sur notre corps et sur notre psychisme. J'ai été très intéressée de faire tout un cursus en ce qu'on appelle Xingli en médecine chinoise, c'est une psychothérapie en médecine chinoise, parce que ce qui était important, c'était de comprendre comment, à travers le corps, on pouvait aider le psychisme, aider la psyché et trouver des moyens de sortir de certains états phobiques ou de blocage au niveau de la pensée. D'ailleurs, à ce sujet-là, la pensée, quand elle est excessive, eh bien, elle devient ce qu'on appelle une émotion. Oui, c'est vrai qu'en médecine chinoise, j'ai déjà appris ça et puis en taoïsme aussi, que la pensée, on la met dans les émotions, quand elle est en excès. Voilà, quand elle est excessive. Que ce soit des pratiques de marche, des pratiques de qigong, des pratiques de circulation de qi, à travers le massage, à travers la détente, une alimentation saine. Toutes ces pratiques visent à ramener le corps à un état naturel et spontané. En fait, si le feu est dans le cœur, les symptômes seront au bout de la langue. Si le feu est dans le foie, les symptômes seront dans les yeux. Si le feu est dans les poumons, on aura sans doute des problèmes aux narines. J'ai peut-être eu un feu du poumon. Et si le feu est à la rate, eh bien, il peut y avoir des boutons sur les lèvres, par exemple. Donc, tout le monde peut se retrouver à un moment donné avec des symptômes qui sont des symptômes extérieurs, mais qui reflètent un état intérieur. On a souvent l'habitude de réfléchir aux symptômes extérieurs par rapport à une agression extérieure, mais parfois elle vient simplement d'un dérèglement à l'intérieur. Donc après, il y a plein de méthodes. Si on a un feu du foie, on peut manger du pissenlit, par exemple. On peut le manger ou le faire infuser, d'ailleurs. C'est noté pour feu du foie, pissenlit. Exactement. Après, ce que tu dis sur le côté extérieur, agression extérieure, c'est aussi... Je trouve que ça renvoie tout simplement à notre vie et à ce qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vit une situation qui nous pose problème, on croit à tort que c'est l'extérieur qui nous pose problème, alors que c'est notre manière de nous placer vis-à-vis de ce qui se passe. Notre manière de réagir vis-à-vis de ce qui se passe. Par exemple, quelqu'un te marche sur le pied dans la rue, ça t'appartient de te mettre en colère ou pas. Je prends souvent cet exemple, mais je crois que je vous l'ai dit quand vous étiez petit, donc c'est pour ça que tu dois reprendre cet exemple-là. Mais cet exemple de quelqu'un qui te marche sur le pied, en fait, on a deux façons de voir les choses. Si on excuse la personne, on lui donne simplement le droit de recommencer et elle se sent dédouanée du mal qu'elle a fait. C'est-à-dire que quelqu'un vous marche sur le pied, il va vous dire « excusez-moi ». Et là, si tu dis oui, toi tu repars avec de la colère, tu es pas bien parce que tu as mal aux pieds et puis tu t'es dit que le monsieur il a quand même pas fait très attention, il a pas été très très cool à ce moment-là. Sauf que
Si tu imagines que tu lui dis non, je vous excuse pas, peut-être que lui il va être en colère contre toi, mais il repart lui avec le mal qu'il t'a fait. Et toi, rien ne t'empêche derrière de pardonner. Le pardon, tu le fais pour toi, pour éviter justement d'être en colère. T'as pas besoin d'être en colère pour ça. La personne t'a marché sur le pied, effectivement ça arrive. Sauf que ne pas l'excuser, lui, ça va l'obliger à repartir avec le mal qu'il t'a fait, et sans doute, ça l'amènera à faire attention à ne pas marcher sur le pied de quelqu'un d'autre, parce qu'il va pas aimer ta réaction en général. Donc oui, tu as raison, on est toujours responsable de la manière dont on réagit, et que tout l'enjeu, c'est d'éviter de laisser notre corps pourrir par des émotions qui durent. Ouais. Et on se rend compte qu'il y en a beaucoup, des émotions qui durent. Oui. Plus, je pense, que ce qu'on veut bien déjà voir. Oui. Plus qu'on veut bien s'admettre. Plus de ce qu'on a conscience aussi. Oui, parfois ça amène quelques réveils. On a parlé taoïsme, on peut parler de Lao Tzu. Lao Tzu, c'est un des grands maîtres du taoïsme, par lequel est arrivé beaucoup d'enseignements. Mais il y a un autre grand maître du taoïsme et du Yangsheng, c'est Chuang Tzu. Et Chuang Tzu, il parle beaucoup de cette notion de réveil. C'est-à-dire, par moment, tu vas te rendre compte que tu es dans des situations qui t'amènent beaucoup d'émotions, mais ce sont des situations que tu as induites sur ton chemin parce que justement, tu as quelque chose à comprendre. Et lorsque tu les comprends, tu as une forme de réveil qui fait pas plaisir. Chuang Tzu nous dit souvent que quand tu te réveilles de quelque chose comme ça, eh bien, il faut toujours prendre conscience qu'on est encore endormi, parce qu'un réveil, il y en aura encore un autre après. Donc les réveils sont toujours des prises de conscience qui nous amènent à ce qu'on disait au début, de devenir vieux avec un cœur d'enfant. Eh bien, c'est à travers toutes les épreuves, les réveils successifs et les lâcher l'émotion, qu'on va devenir à nouveau quelqu'un dans l'émerveillement et dans le présent, sans faire durer des émotions qui nous trahissent, qui nous détruisent. Ouais, c'est un travail de toute une vie. Exactement. De s'occuper de ça, mais il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Oui, et puis de toute façon, plus il y a cette notion de travail sur soi, plus on va être confronté à des réveils. Et que du coup, parfois, ça peut être un petit peu perturbant. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que quand on a commencé, on peut pas s'arrêter. Et on peut pas revenir en arrière. Et que ça fait probablement partie du chemin, et l'univers a envoyé ça pour une bonne raison, et pour nous amener à la paix. Très bien. Merci pour ta sagesse. Alors je sais pas si je suis sage, mais je commence à devenir un peu vieille, donc ça me rassure. Merci Pascal pour cette entrevue qui est, ma foi, moi qui me passionne, donc j'espère que ça passionnera aussi toutes les personnes qui nous écoutent. Et puis pour ceux qui peut-être veulent en savoir plus, il me semble que tu organises 4 journées de stage taoïste. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous donner des informations à ce sujet? Alors oui, cette année encore, je redémarre un cursus de 4 journées qui va se faire sur 6 mois. C'est-à-dire, il y a une première journée en janvier, mais vous pouvez retrouver les dates sur mon site pascalberthoud.com. Vous pouvez retrouver les informations quant au stage. Ce stage, justement, est en rapport au taoïsme et à la méditation. Essayez de comprendre comment, à travers quelques pratiques, et on aborde aussi bien des pratiques de méditation, mais on aborde le sujet de l'alimentation, on aborde le sujet du taoïsme au sens large du terme, et cette notion de yin et yang, comment on peut améliorer des choses dans notre vie, et puis peut-être avoir quelques outils pour justement cultiver ce Yangsheng. Très bien. Donc ces 4 journées de stage, elles ont lieu à Villefranche-sur-Saône, dans le Beaujolais. Oui, oui. Là où nous sommes actuellement, donc pour toutes les personnes que ça intéresse.
En dessous de l'épisode, vous retrouverez en description le lien vers le site web de Pascal avec toutes les informations sur les événements à venir. Il y a aussi des conférences, et puis il y a aussi des cours tout simplement de Qigong, auxquels j'assiste personnellement, et des cours de méditation. Oui, Margot, tout est bien expliqué sur mon site. Donc, pour l'année prochaine, il y a une conférence que nous refaisons avec Margot sur la relation mère-fille. Je vous invite vivement à vous rapprocher de cette conférence. Même si vous n'avez pas de fille, vous avez automatiquement une mère, et que vous soyez homme ou femme, en fait, tout le monde est concerné. Parce qu'il y a vraiment une notion, justement, d'apprentissage pour éviter de s'éloigner de la nature, éviter de s'éloigner du spontané et du naturel. Tout le but de cette conférence, elle nous ramène à cette base essentielle du retour à la nature. Tout à fait, c'est les mots que j'aurais employés, revenir à l'essentiel, ça a vraiment été le fil directeur de la conférence. Donc, eh bien, je vous souhaite une fin d'année de transformation. Lâchez des choses que vous n'aimez pas faire, qui ne sont pas en phase avec votre nature, et démarrer des choses qui vont vous transformer et qui vont vous épanouir et qui vont vous amener à la paix intérieure et à cette quiétude et sérénité. On en a bien besoin. Merci Pascal, on te souhaite évidemment la même chose pour toi, pour cette fin d'année. Merci d'être venu sur le podcast, merci d'avoir pris du temps pour nous parler de tout ça. Je pense qu'il est temps de préciser que en fait Pascal c'est ma maman. Donc c'est pour ça que parfois elle a parlé de quand j'étais petite. Ça fait plus de sens pour ceux qui n'étaient pas au courant. Pascal Berthoud, voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente fin d'année, et on se retrouve en 2023 sur la buvette. Merci Margot, et merci à tous les auditeurs de la buvette. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager comme d'habitude, et pourquoi pas à mettre un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Je vous remercie et on se retrouve sur les réseaux sociaux sous le nom Margot Bussière. Excellente journée et à très bientôt sur la buvette. Ciao.